Europe Soir, spécial présidentiel. Nicolas Poincaré. Avec effectivement en direct jusqu'à minuit une soirée spéciale sur le débat de l'entre-deux tours. Débat qui sera retransmis sur Europe 1 entre 21h et 23h. Et jusqu'à 21h, on commente avec notamment les grandes signatures du Club de la Presse d'Europe 1 après 19h. Mais tout de suite, les éditorialistes d'Europe Soir, Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, il va être passionnant ce débat tout à l'heure inédit entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais en attendant, il y a un autre débat en cette fin de campagne qui est assez violent au sein de la gauche. Débat entre ceux qui envisagent l'abstention et ceux qui pensent que c'est criminel de s'abstenir ou de voter blanc. Et Natacha Polony, ce débat sans doute va laisser des traces. Oui, il va certainement laisser des traces parce qu'il est éminemment violent. Alors, on a tous en tête évidemment la consultation lancée par les Insoumis qui donne tout de même 65% pour ceux qui ne veulent pas se prononcer pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire à parts égales, vote blanc et abstention. C'est absolument énorme. Et c'est la pression qui a été mise sur Jean-Luc Mélenchon pour qu'il dise explicitement quelle allait être la teneur de son vote, montre bien, ce qu'il n'a pas fait, mais ça montre bien qu'il y a une tension et quelque chose qui finit par ressembler presque à de l'inquisition. Regardez, quand un journal comme Le Monde consacre un éditorial à ce qu'il appelle la faute morale de l'Église de France. Pourquoi ? Parce que l'Église de France n'a pas explicitement appelé à voter Emmanuel Macron, comme l'ont fait les autres religions, les autres représentants des religions. Mais faute morale, c'est tout de même un terme extrêmement fort. C'est-à-dire que il n'est même plus question de dire qu'il ne doit pas y avoir de voix pour le Front National. Ça ne suffit pas encore. Il faut prononcer le nom d'Emmanuel Macron. Il faut dire quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le vote ne doit pas, dans ces cas-là, être secret. Qu'il n'y a plus d'isoloir et qu'il y a au contraire un besoin de transparence. Et ça signifie en fait qu'il y a une très grande fracture. Parce que derrière, c'est ça la question. C'est celle de la façon dont on interprète ce que sera le vote de dimanche. Et ça se lit par exemple dans le débat entre Alain Finkielkraut et Régis Debray. On va revenir sur les intellectuels qui se positionnent dans ce débat. Mais Nicolas Bétou, est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous avez l'impression aussi que dans certaines familles françaises en ce moment, on s'engueule plus sur la question de l'abstention du vote blanc que sur Marine Le Pen contre Macron ? C'est possible que des familles comme ça rejouent le fameux dessin qui disait ils en ont parlé à propos de l'affaire Dreyfus. On voyait un déjeuner de famille qui avait été une véritable guerre de tranchées. Moi, je pense, à la différence de Natacha, que d'abord il faut distinguer tout à fait l'Église et les hommes politiques. Mais l'Église peut diriger les consciences, ou en tout cas orienter des consciences, mais la conscience n'est pas un fait qui a une traduction nécessaire en politique. Là, on parle d'idées politiques, et mais je considère que dans les missions d'un leader politique, c'est-à-dire quelqu'un qui conduit des gens qu'il a réussi à convaincre vers un objectif politique, le fait de se taire est pour moi absolument incompréhensible. On voit bien la manœuvre de Jean-Luc Mélenchon qui veut se préserver toutes les options pour l'avenir, mais ça c'est de la politique politicienne, c'est de la petite popole comme on dit. La vraie politique, celle qui est fondée sur le combat d'idées, c'est je défends un point de vue. Et Jean-Luc Mélenchon a défendu un point de vue très clair pendant la campagne. Il a fait, tout le monde le reconnaît ici, une belle campagne, théâtrale, en partie fabriquée, mais une belle campagne. Il séduit 7 millions de personnes et il leur dit débrouillez-vous. Et non seulement il leur dit débrouillez-vous, au fond, ça n'est plus mon sujet, mais il demande à ses partisans de voter et il n'en tire aucune conclusion. Après tout, il aurait pu dire, voilà, ceux qui m'ont suivi, ceux qui sont mon noyau dur, mes militants, 250 000 sur 450 000 inscrits des Insoumis, ont dit, je veux soit m'abstenir, soit voter blanc. Eh bien voilà, je pense que mon mouvement est partisan de choisir de se mettre en retrait de ces politiques. Mais il le dit. La différence, là, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne le dit pas. Et pour moi, ce n'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est assumer, y compris lorsqu'on a un choix qui est un mauvais choix en face, de choisir entre 3 options, A, B
ou l'abstention et le vote blanc, qui sont deux manières de dire un peu la même chose. Alors, on n'est pas là pour commenter justement uniquement la position de Jean-Luc Mélenchon, mais la position de Jean-Luc Mélenchon repose sur sa conception de ce qu'est un mouvement politique. Non, mais évidemment que Benoît Hamon n'a pas la même position, mais c'est logique, étant donné ce que sont leurs programmes politiques, leur conception, leur vision du monde et des problèmes qui aujourd'hui ont amené le Front National là où il est. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure le débat entre Alain Finkielkraut et Régis Debray dans l'Express, parce qu'il nous prouve une chose, c'est qu'il y a dans le monde intellectuel, et en particulier dans les intellectuels qui jusqu'à présent étaient sans aucun débat classés à gauche, comme Régis Debray, on va dire une sorte de transgression, là aussi, un moment qui a été franchi, qui est essentiel, je pense, puisque Régis Debray explique que ce qu'il appelle le vent de Wall Street, qui souffle sur Bruxelles et fait tourner les ailes du moulin Le Pen, va définir son vote. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, selon lui, ça veut dire qu'il ne votera pas Macron, quoi. Voilà, ça veut dire qu'il va s'abstenir parce qu'il estime que voter Macron signifierait voter pour le système qui, selon lui, fait monter le Front National. Cette analyse-là, elle n'était pas dissible jusqu'à présent. Et là, cette élection-là l'a fait surgir. Je pense que c'est là-dessus qu'il va y avoir débat après le second tour. C'est là que vont se jouer les clivages. Et on voit bien, Nicolas Bétou, que la gauche est déchirée. Vous soulignez que Benoît Hamon lui appelle à voter Macron, mais il faut voir en quels termes. Encore aujourd'hui, il a dit « je voterai pour lui malgré sa campagne arrogante ». Voilà, c'est quand même pas très mobilisateur. Effectivement, il va voter pour lui en se pinçant le nez, mais c'est un parallèle intéressant qu'on peut faire encore une fois avec Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon fait une bonne campagne et s'arrête et laisse ses partisans au milieu du gué. Benoît Hamon fait une mauvaise campagne, il aboutit à 6,2%, c'est un désastre. Et en revanche, et même avec toutes les réserves, pas très brillantes, hein, c'est pas d'une classe folle, mais enfin bon, il a ses réserves et il dit « je voterai malgré tout Emmanuel Macron ». Mais derrière, il y a une analyse économique et politique des crises que vit la France. Mais bien sûr, mais il y a des crises, bien sûr qu'il y a des... Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Pardon, vous dites c'est ça qui explique les choix. Je suis d'accord avec vous, pour expliquer des choix, je ne comprends pas un non-choix. Ce déni est une démission politique et je ne la comprends pas de la part de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et on en vient dans un instant donc à l'autre débat, celui de la soirée, celui qui va opposer tout à l'heure Emmanuel Macron à Marine Le Pen.